Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire autour du référentiel d'identification électronique, donc cette fois-ci dédié aux usagers. Vous pouvez déjà retrouver en replay les deux premiers webinaires autour des acteurs de santé personnes physiques et acteurs de santé personnes morales. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. On va être assez nombreux, donc on va faire un maximum pour répondre à tout, mais dans tous les cas, on récupère vos questions qui serviront à alimenter la FAQ. Le support de présentation de ce webinaire sera mis en ligne sur le site de l'ANS, tout comme le replay qui lui vous sera aussi envoyé par mail dès la fin de la session. Voilà, pour cette présentation aujourd'hui, vous aurez deux intervenants, donc Vincent Croisil et Stéphane Vergne. Je vous passe la main et puis bon webinaire à tous. Bonjour à tous, Vincent Croisil, donc je fais partie de l'équipe sécurité de l'Agence du numérique en santé. Je travaille notamment essentiellement sur la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, donc dont fait partie le référentiel dont il est question aujourd'hui. Et puis voilà, puis je travaille également sur le Ségur numérique en santé, mon espace santé, sur les exigences sécurité qui sont définies. Bonjour, Stéphane Verne, je suis consultant pour la société Silweb et donc j'assiste Vincent dans l'écriture des référentiels de la PGSSIS. Alors, on a 1h30 disponible ensemble, donc on va essayer de voir le volet usager de ce référentiel d'identification électronique. Donc voilà, Elodie l'a rappelé, mais on a déjà eu 2 premiers webinaires pour présenter les autres volets que vous pourrez retrouver en replay. Donc le plan de cette intervention, donc dans un premier temps, je vous parlerai un petit peu du contexte d'élaboration du référentiel et de l'évolution de la PGSSIS. Donc si vous avez assisté au premier webinaire, ça va être un peu les mêmes éléments que l'on vous a présentés sur les premiers webinaires. Donc n'hésitez pas, dans ce cas-là, si vous voulez aller prendre un café et laisser passer 15-20 minutes pour reprendre sur les choses, sur les éléments principaux donc, qui vont nous intéresser aujourd'hui, donc sur l'identification électronique des usagers, avec donc on aura une petite partie pour rappeler un petit peu les concepts. C'est important pour bien comprendre de quoi on parle, les définitions. Et puis on rentrera dans le vif du sujet en décrivant un petit peu les moyens d'identification électronique que l'on va pouvoir utiliser pour les usagers. Alors, un petit mot sur le contexte d'élaboration d'abord. Donc, on est parti de plusieurs constats en fait pour mettre à jour ce référentiel. Tout d'abord, le fait que les accès aujourd'hui sont trop peu sécurisés sur de nombreux services numériques en santé. On a listé ici quelques exemples, par exemple notamment sur les accès distants qui sont aujourd'hui de plus en plus fréquents avec le télétravail, la crise sanitaire qui fait que ces usages se sont généralisés. Donc on voit aujourd'hui qu'on a encore des accès en login mot de passe sur des accès distants. Donc sur les accès distants, c'est un problème parce que c'est des accès, c'est des accès qui sont très exposés en fait, qui peuvent être attaqués par n'importe quel attaquant sur Internet. Il y a aussi par exemple les sites de rendez-vous en ligne sur lesquels on a encore beaucoup de login mot de passe qui est utilisé. Parfois sur les résultats de biologie, par exemple, où on vous envoie un lien par mail et il faut juste entrer la date de naissance pour accéder aux résultats. Donc voilà, il y a un certain nombre de pratiques aujourd'hui qui méritent d'être améliorées et donc d'être plus sécurisées. Et c'est pourquoi le référentiel a un intérêt. On a aussi donc aujourd'hui une grande hétérogénéité des méthodes d'authentification. C'est-à-dire que d'un service à un autre, et même si les données manipulées sont les mêmes, eh bien, on va avoir un niveau de sécurité qui va être différent avec une authentification qui ne se fait pas toujours de la même façon. Donc, d'une part, et puis il y a aussi aujourd'hui une multiplicité de mots de passe à retenir, ce qui, en dehors du fait que ces usages ne soient pas toujours très sécurisés, ça peut être aussi complexe pour l'utilisateur de retenir tous ces mots de passe. Et puis, donc, on remarque aussi qu'il y a de nombreux professionnels qui sont aujourd'hui exclus de l'accès à certains services numériques.
Pour prendre un exemple, le DMP, parce qu'ils n'ont pas accès aux moyens d'identification électronique qui sont prévus pour ces services numériques. Donc voilà, partie de l'ensemble de ces constats, on est parti sur la rédaction d'un nouveau référentiel d'identification électronique qui constitue en fait une refonte des référentiels existants sur l'identification et l'authentification, qui font partie de la PGSSIS. Alors donc les objectifs que l'on se donne avec cette refonte, c'est d'abord d'assurer aux citoyens un niveau de sécurité minimal pour l'accès à leurs données de santé, et ce, quel que soit le service numérique en santé qu'ils vont utiliser. L'idée, c'est que voilà, qu'ils n'aient plus à se soucier du service numérique en santé qu'ils vont utiliser, sachant que tous vont être sécurisés de la même façon. Et ça va se faire en essayant de faire monter l'écosystème, l'ensemble de l'écosystème en maturité sur ce sujet. Un deuxième objectif, c'est donc de faciliter pour les usagers l'accès aux services numériques en santé et la navigation entre ces services. Et donc, par exemple, ça va être possible avec l'utilisation de fournisseurs d'identité tels que ProSanté Connect, par exemple, qui permet pour l'utilisateur de se connecter une fois et puis ensuite d'avoir l'accès, de pouvoir accéder à différents services numériques en santé avec ce même accès, ce même jeton, avec un jeton généré par ProSanté Connect. Ensuite, il y a l'idée de décharger les fournisseurs de services de l'identification électronique, parce que voilà, c'est pas leur cœur de métier. L'objectif, c'est de laisser se concentrer sur leur cœur de métier et de transmettre, de donner la responsabilité de l'identification électronique à des fournisseurs d'identité dont c'est le métier. Voilà. Et puis enfin, l'idée, c'est de promouvoir les répertoires de référence dans l'identification des acteurs. Donc quand je dis répertoire de référence, c'est des répertoires de référence pour le secteur santé. Donc à savoir, donc pour les professionnels de santé, ça va être le RPPS. Pour les structures de santé, ça va être notamment le FINES. Et pour les usagers dont on va parler aujourd'hui, eh bien c'est l'INS qui est l'identifiant, l'identité que l'on va utiliser. Et donc voilà, ce sont les référentiels qui sont des piliers de l'interopérabilité. Un petit mot sur l'environnement réglementaire. Donc aujourd'hui, ces référentiels, ils sont basés sur la réglementation européenne IDAS, qui définit 3 niveaux de garantie pour l'identification électronique. Un niveau faible, qui vise à réduire le risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité. Un niveau intermédiaire, dit substantiel, qui vise à réduire substantiellement le risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité. Et enfin, un niveau élevé, donc qui là vise à empêcher l'utilisation abusive ou d'altération de l'identité. À savoir qu'aujourd'hui, voilà, ce niveau élevé, il est très difficilement atteignable. Il n'y a pas d'offre qui existe encore sur ce sujet. Par contre, le niveau substantiel, c'est celui que l'on vise à terme et sur lequel voilà, il y a déjà au moins une offre qui existe, qui est par exemple l'identification électronique de la Poste, qui peut être utilisée pour atteindre ce niveau. Sur ensuite l'environnement réglementaire, donc par rapport à ce référentiel, donc ce référentiel, il est cité notamment dans des articles qui ont été introduits au Code de la santé publique le 12 mai 2021, donc qui sont les articles 1470-1 à 1470-5, qui sont donc qui sont issus d'une ordonnance et donc qui viennent pointer vers ce référentiel dont on parle aujourd'hui. Et puis on a eu donc récemment, donc le 28 mars 2022, un arrêté qui rend opposable ce référentiel d'identification électronique à compter du 1er juin 2022. On va voir à peu près un peu plus en détail ce calendrier. Alors, quelle évolution on a pour la PGSSIS ? Eh bien, tout d'abord, on a une clarification des notions et des concepts en lien avec la réglementation IDAS.
Donc, c'est-à-dire on avait deux référentiels, un référentiel d'identification, un référentiel d'authentification. Aujourd'hui, on réunit ces deux thématiques dans un seul référentiel d'identification électronique. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'identification électronique? C'est la terminologie IDAS qui en fait regroupe toute la chaîne de confiance que l'on va avoir, qui va aller de l'enrôlement en fait d'une personne. Donc ça, par exemple, la vérification d'identité que l'on va faire à cette personne avant de lui donner un identifiant. Donc la façon dont on va affecter cet identifiant, la façon dont on va, par exemple, délivrer un moyen d'identification électronique, dont on va délivrer le dispositif d'authentification, par exemple, qui va permettre cette identification électronique. Et puis aussi tous les aspects de renouvellement de ces moyens d'identification électronique, leur révocation lorsque c'est nécessaire, par exemple en cas de perte ou de vol de ce moyen d'identification électronique. Donc voilà, tout ça, toute cette chaîne-là, en fait, on l'a réunie sous la terminologie d'identification électronique, parce que c'est très important. Ça veut dire que même vous avez beau utiliser par exemple un dispositif sûr pour l'authentification, tel qu'une carte à puce, si cette carte à puce, elle est distribuée, par exemple, sans vérifier l'identité de la personne à laquelle on la distribue, et bien finalement pour le service numérique en santé qui a une personne qui se connecte avec ce dispositif d'authentification, il a finalement aucune garantie que la personne qui se connecte est bien celle qu'elle prétend être. Donc c'est là l'idée en fait d'avoir toute cette chaîne de confiance qui a donc une certaine importance pour assurer l'identification électronique. Ensuite, on restructure les référentiels en 3 volets. Donc, chaque volet se concentre sur une population, un type de personnes. Donc, on va avoir le volet usager, bien sûr, qu'on évoque aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on parle d'usager, on parle des personnes, des citoyens, des patients, mais aussi parfois des aidants, parce qu'on peut avoir des personnes qui se connectent pour le patient, pour les mineurs, par exemple. Voilà, c'est ce genre de. Donc, on regroupe un petit peu toute cette population sous le terme usager. Et puis ensuite, on a 2 autres volets qui, là, se concentrent sur les acteurs de santé. Donc, on a les acteurs de santé en tant que personnes physiques, c'est-à-dire, par exemple, les médecins, les secrétaires médicales, tous les professionnels qui interviennent dans le secteur santé médico-social. Et puis, on a des acteurs de santé dits personnes morales. Et donc là, on fait référence aux structures, c'est-à-dire les établissements de santé, GHT, EHPAD, etc. Donc voilà, donc 3 volets différenciés pour chaque type d'utilisateur. Et puis, donc, on a la particularité aussi de ce référentiel, c'est qu'on a une démarche d'amélioration progressive du niveau de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas dès aujourd'hui à l'ensemble du secteur d'être au niveau substantiel IDAS, ce qui serait très difficile à atteindre et ce qui prend quand même du temps. Mais on a un certain nombre de mesures minimales de sécurité qui sont applicables au 1er juin 2022, qui permettent déjà de supprimer une partie des usages qui aujourd'hui paraissent, qui sont à un niveau très, très faible et qui ne paraissent pas satisfaisants pour assurer la sécurité des données de santé des patients. Et puis, donc progressivement, on va voir, on a des moyens d'identification électronique dits de niveau transitoire qui vont être autorisés pour les personnes physiques et pour les usagers, on va le voir. Et donc, passer cette période de transition, il faudra au 1er janvier 2020 atteindre ce niveau de sécurité. En tout cas, c'est celui qui est ciblé pour le niveau de sécurité IDAS substantiel pour l'ensemble des usages. Donc, on va voir un petit peu ce calendrier et quelles sont les méthodes, les moyens d'identification électronique qui vont rentrer dans ce calendrier. Peut-être un petit mot, Vincent, là, sur les volets des usages. Enfin, tu peux revenir sur la structuration en 3 volets, là, puisqu'on a eu des questions la dernière fois.
La structuration, c'est par rapport à la personne qui utilise le service numérique, qui se connecte au service numérique. Donc là, on va parler des services numériques qui sont directement utilisés par des usagers. Donc, effectivement, un patient qui se connecte soit pour retirer des données, enfin des résultats de santé, soit pour déposer des données de santé ou consulter des données de santé. Et donc là, on va parler de tous ces services qui sont en gros ouverts sur Internet en général et qui permettent à des usagers de consulter, verser, manipuler des données de santé. Ces mêmes services-là, en général, ils sont aussi accédés de l'autre côté par des professionnels de santé qui, eux, vont aller aussi récupérer des données et potentiellement porter des données, donc typiquement, publier un résultat d'analyse. Et donc, quand on réfléchit à quel référentiel il faut appliquer à quel, un service, le service, s'il est ouvert à un usager, pour la partie identification électronique des usagers, il faut appliquer ce référentiel-là. Si le même service est utilisé par un professionnel de santé, il faudra appliquer le référentiel acteur de santé personne physique pour l'authentification des acteurs de santé. Donc le même service est potentiellement concerné par deux référentiels selon l'interface que l'on est en train de gérer. Donc voilà, il faut bien voir que cette structuration de volets, elle est par rapport aux utilisateurs des services et qu'un service peut très bien être concerné par plusieurs volets selon l'interface qui a été construite, quoi. Bon, en général, ce sont des interfaces différentes, mais bon, il peut y avoir des portails qui peuvent regrouper l'ensemble des identifications. Donc, il faut bien départager les exigences en fonction du profil de l'utilisateur. Effectivement, ouais, tu as raison de le préciser. On fait effectivement référence à la personne qui se connecte, mais enfin, il peut y avoir diverses personnes effectivement qui se connectent. Et quand on parle de personnes morales, ça veut dire qu'en gros, c'est un service, c'est une application qui se connecte à une autre application et qui s'identifie comme étant une structure de santé, quoi. Par exemple, une structure de santé se connecte à un service national ou se connecte à un autre service de santé d'une autre entité et échange des données de santé. Donc, le plus fréquent, c'est quand même des usagers qui se connectent à un service ou des acteurs de santé, personnes physiques qui se connectent à un service. Effectivement. On peut Donc continuer. je poursuis après cette clarification sur les impacts que l'on a sur la PGSSIS, donc la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé. En fait, elle a deux catégories de documents. Aujourd'hui, elle regroupe des référentiels, donc qui ont un objectif d'opposabilité, donc qui font l'objet d'arrêtés et qui sont applicables pour l'ensemble du secteur. Et puis, il y a des guides de bonnes pratiques qui sont là pour accompagner l'ensemble du secteur sur ces problématiques de sécurité des systèmes d'information. Et donc sur les référentiels, donc l'évolution, c'est que les référentiels d'identification des acteurs sanitaires et médico-sociaux et d'authentification de ces mêmes acteurs disparaissent, ainsi que le référentiel des autorités de certification éligibles pour l'authentification publique dans le secteur santé. C'était un référentiel qui était lié en fait, mais qui venait donner des précisions sur les autorités de certification qui peuvent être utilisées dans ces cas de figure. Donc voilà, ces trois documents, ils disparaissent et ils sont remplacés par le référentiel d'identification électronique avec les trois volets que l'on a évoqués. Et puis dans les guides d'accompagnement, on a l'arrivée du guide d'homologation des moyens d'identification électronique. Donc c'est-à-dire que donc c'est un guide qui est dédié, donc là qui concerne les acteurs de santé personnes physiques, et qui vient préciser en fait si l'on souhaite homologuer un moyen d'identification électronique spécifique, c'est possible de le faire, et donc on l'a expliqué lors du premier webinaire sur les acteurs de santé personnes physiques. Eh bien, on peut suivre ce guide pour mettre en œuvre cette homologation. Donc là, en l'occurrence, sur la partie usagée, ça ne va pas forcément nous intéresser. Alors après, donc je ne sais pas s'il y a déjà des questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions déjà. Oui, il y a une question intéressante qui est à portée générale. C'est là, quelqu'un me parle d'une application sur laquelle un patient dépose des données de santé.
Et en fait, une autre application permet à un parent, donc voilà, c'est de consulter les données de santé déposées par ce patient. Donc voilà, on peut imaginer que c'est un aidant, un responsable légal, une personne qui est tuteur, enfin, qui a le droit d'aller consulter des données de santé déposées par une autre personne. Donc, ce qui est clair, c'est que chaque fois qu'il y a une connexion, l'application doit identifier la personne qui se connecte physiquement. Donc, quand le parent se connecte pour visualiser les données de santé d'un patient, ben, l'application doit identifier le parent. Ensuite, savoir quelles données de santé va pouvoir voir ce parent, ça, c'est une problématique de contrôle d'accès aux données de santé. Donc, ça, c'est hors du périmètre de ce référentiel d'identification électronique. C'est le contrôle d'accès, c'est les habilitations, c'est les consentements de qui peut voir quoi. Et donc, ça, c'est une autre problématique qui n'est pas traitée dans le référentiel d'identification électronique. Là, on se borne à dire, quand quelqu'un se connecte, il faut l'identifier de façon sûre. Donc, quand le patient se connecte, on l'identifie de façon sûre pour être sûr que les données qu'il est en train de déposer, c'est bien les siennes. Et quand un parent se connecte, on l'identifie pour être sûr que c'est bien lui qui se connecte. Quant à savoir s'il peut voir les données du patient A ou du patient B, ça, c'est une question de contrôle d'accès qui n'est pas dans le périmètre et qui fera l'objet normalement d'un autre référentiel, mais qui n'est pas prévu à court terme, quoi. Il ne sera pas publié probablement avant 2023. Donc ça, effectivement, c'est un principe important. On identifie toujours la personne qui se connecte et pas la personne pour qui on agit. Il n'y a pas de transitivité, enfin, ça se passe pas comme ça, quoi. Donc, si un parent se connecte, un aidant se connecte, c'est l'aidant qui est identifié électroniquement. Donc, il doit prouver son identité en tant que personne physique et ensuite, on lui donne des droits. Ça, c'est une démarche globale. Alors après, je vois qu'il y a une question par rapport au périmètre. Est-il possible d'avoir une partie d'une absence d'authentification forte si cette partie de l'app ne montre pas de données de santé? Alors, nous, on se concentre donc dans ce référentiel sur effectivement les données de santé à caractère personnel. Donc, si on est sur des données qui ne sont, enfin, si on n'est pas sur ce type de données, le référentiel ne va pas s'imposer. Toutefois, s'il est question de données personnelles, voilà, il y a un certain nombre de règles aussi qui sont imposées, notamment par la CNIL, et notamment le RGPD. Et donc, il faut bien c'est toujours une analyse de risque sur l'application pour savoir si les données qui sont concernées présentent un risque important dans le cas où on y accède. Et donc, il faut prendre une décision en fonction de cette analyse de risque. Oui. Un peu plus loin, on a mis des slides on a mis une planche sur le périmètre d'application du référentiel, oui. Justement. Elle est un petit peu plus loin au début du paragraphe sur les moyens d'identification électronique pour cibler effectivement quels sont les services qui sont concernés par ce référentiel. Donc, c'est les services qui traitent des données de santé à caractère personnel. Donc, voilà, effectivement, si c'est un service qui ne traite pas, c'est un service de facturation, là, on n'a pas besoin de faire ça. Après, il faut quand même faire attention si c'est de la facturation et qu'on a les dates, nom des médecins consultés, spécialités, ça devient des données de santé parce qu'on a accès à des informations sur quelles sont les pathologies éventuelles du patient. Donc, il faut faire attention à l'interprétation. Mais effectivement, le référentiel s'applique à des services qui traitent des données de santé à caractère personnel. Alors après, donc, il y a encore une question sur comment vulgariser la notion d'authentification à deux facteurs. Alors, on va venir après sur cette thématique, mais sur l'authentification à deux facteurs. En gros, donc pour expliquer ce que c'est, donc on parle aussi d'authentification forte à partir du moment où il y a deux facteurs. Et donc parmi ces facteurs, donc ça veut dire qu'on doit avoir deux facteurs parmi les trois suivants, quelque chose, un outil que l'on possède, quelque chose que l'on connaît. Donc ce qu'on possède, ça peut être par exemple une carte à puce, par exemple, c'est un élément que l'on possède, quelque chose que l'on connaît. Par exemple, ça va être le code PIN de cette carte à puce. Donc là, on a
donc 2 facteurs qui permettent de dire, voilà, on va avoir une authentification forte donc à 2 facteurs. C'est un exemple, mais voilà. Et donc le troisième type de facteur que l'on peut avoir, c'est des facteurs de type biométrique. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ça va être un capteur d'empreinte que l'on peut avoir sur son smartphone. C'est un exemple. Voilà, ça peut constituer un facteur supplémentaire. Donc voilà, il faut avoir 2 facteurs parmi les suivants. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà en tout cas ce que l'on définit comme une authentification à 2 facteurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois que Stéphane, tu réponds à des questions oui, mais parallèles. c'est pour après. C'est pas sur le sujet directement, donc je pense qu'on peut passer pour pas prendre trop de retard. Je vois que c'est. D'accord. Ouais. On va essayer, on va avancer un peu et puis on reviendra s'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas répondu ou s'il y a des précisions à apporter. Donc là, on va aborder les concepts de l'identification électronique. Donc c'est une présentation qui a pour but de bien présenter le vocabulaire et les opérations dont on parle ensuite dans le reste du référentiel afin que ce soit bien clair. Donc dans les concepts, on commence par aborder quelques définitions que l'on retrouve dans tous les volets du référentiel. Tout à l'heure, Vincent a parlé effectivement que ce référentiel d'identification électronique regroupait à la fois l'identification et l'authentification. Et effectivement, identifier, c'est communiquer un identifiant présumé. Et s'authentifier, c'est apporter la preuve que la personne s'est bien vue attribuer cet identifiant. Donc, c'est prouver qu'on est bien la personne que l'on clame être. Et quand on fait une identification électronique, on doit faire les deux à la fois s'identifier, on part en identifiant, donc typiquement l'identité nationale, le matricule INS, l'identification nationale de santé, et s'authentifier, c'est-à-dire par l'utilisation de 2 facteurs d'authentification, prouver que c'est bien la personne à qui on a attribué cet identifiant qui est en train de se connecter au service. Donc ça, c'est les bases de l'identification électronique. Ensuite, on parle de fournisseur d'identité. Un fournisseur d'identité, c'est une entité qui est en charge d'enregistrer une personne, éventuellement de lui délivrer un identifiant. Ce n'est pas forcément elle qui l'a délivré, mais en tout cas, elle lui associe un identifiant au minimum. Et elle lui délivre, le fournisseur d'identité délivre un moyen d'identification électronique à cette personne pour lui permettre de s'identifier et de s'authentifier. Donc typiquement, un patient se fait enregistrer donc auprès de Amélie là, pour obtenir une carte vitale et une identité APCV. Donc elle s'enregistre, elle obtient un identifiant qui est son numéro de sécurité sociale et elle obtient une application, une carte qui lui permettra de s'authentifier. On peut faire pareil sur France Connect typiquement, ou alors on peut s'identifier directement, on peut s'enregistrer sur un service numérique ouvert aux citoyens, donc voilà un site de prise de rendez-vous. Et bien là, on va devoir s'enregistrer sur l'application et en fait, ce site de prise de rendez-vous, il devient votre propre fournisseur d'identité. Il va vous donner des moyens, des logins mots de passe, des choses qui vont vous permettre de vous authentifier les prochaines fois. Donc, fournisseur d'identité, il faut retenir que son rôle, c'est de délivrer un moyen d'identification électronique et d'associer à cette personne un identifiant qui peut être calculé, généré par le fournisseur d'identité lui-même ou repris d'un autre répertoire de référence. Donc tout à l'heure, effectivement, pour les personnes physiques, Vincent a parlé de l'INS, Identité nationale de santé. Donc on a le numéro de sécurité sociale qui nous a été octroyé donc à la naissance et on est en France, ou sinon pour les personnes qui rentrent en France. Elle se voit attribuer un numéro NIR et cet identifiant-là, voilà, il peut être utilisé par d'autres fournisseurs d'identité que le secteur santé français, quoi. D'un autre côté, on a le fournisseur de services, qui est l'entité qui est responsable d'un service numérique en santé ici, et qui peut s'appuyer sur un fournisseur d'identité pour identifier et authentifier ses utilisateurs. Donc le fournisseur de services, c'est la structure, c'est l'entreprise
qui fournit un service à destination des, à destination des citoyens et des usagers. Donc là, c'est un site de prise de rendez-vous. Si c'est un laboratoire, effectivement, qui veut fournir sur Internet les résultats de ses analyses, le laboratoire devient un fournisseur de services, le service qui est le service de récupération des résultats sur Internet. Et ce fournisseur de services, il peut être lui-même son fournisseur d'identité, donc il enregistre et délivre des moyens à ses usagers, ou alors il peut s'appuyer sur un fournisseur d'identité qui existe déjà, qui est un fournisseur tiers, pour identifier ses utilisateurs. Voilà, le fournisseur de service, c'est l'entité légale responsable du service numérique en santé. Typiquement, comme on est responsable au titre du RGPD d'un service, voilà, c'est le fournisseur de service qui est responsable du service numérique et qui devra du coup appliquer le référentiel d'identification électronique de partie usagée. Le répertoire d'identité, c'est un annuaire de personnes physiques qui intègre des données d'identité de chaque usager. Donc, un répertoire, ça contient un identifiant en moins pour une personne et ce qu'on appelle les traits d'identité ou attributs d'identité qui sont typiquement pour une personne physique le nom, le prénom ou les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance, qui permettent d'identifier une personne de façon sûre. Et le répertoire d'identité, donc il a au moins un identifiant associé à une personne, il peut en avoir plusieurs. Un répertoire d'identité privé d'un service, c'est-à-dire qu'un service qui va mettre à disposition des citoyens, des usagers, des résultats d'analyse, il va avoir potentiellement un identifiant privé qui est celui de sa base de données, de son annuaire interne, et puis aussi il va lui associer un identifiant public qui va être par exemple le matricule INS. Donc une personne peut avoir plusieurs identifiants dans un répertoire d'identité, mais il en a au moins un. On a les répertoires sectoriels de référence, qui sont des répertoires d'identité qui portent sur un secteur d'activité particulier. Donc dans la santé, on utilise en fait finalement le RNIPP avec le numéro de sécurité sociale, enfin le NIR, qui est associé à ce répertoire-là. Et c'est lui qui va, donc le matricule INS va devenir l'identifiant de référence des usagers des services de santé. Et enfin, on a des répertoires d'identité privée, donc qui sont des répertoires qui ne sont pas des répertoires nationaux, des répertoires sectoriels, qui sont des répertoires établis par une entité. Donc, le fournisseur de services, typiquement, il va avoir une base de ses utilisateurs. Donc, dans ces utilisateurs, il va y avoir des usagers, et donc il va avoir un répertoire de ses utilisateurs avec des identifiants privés et puis les attributs d'identité de ces personnes-là, et éventuellement un identifiant public, enfin un identifiant de référence. Donc, les opérations en fait, d'identification électronique vont permettre à un fournisseur de services d'identifier une personne dans son répertoire d'identité privée en le repérant grâce à l'identifiant qu'on va lui avoir associé au préalable. Voilà pour les définitions. Et donc ici, c'est un schéma qui représente un processus d'identification électronique appliqué à un usager. Donc, sur la partie gauche du diagramme, on voit en fait un usager en bas qui va se faire enregistrer auprès d'un fournisseur d'identité. Le fournisseur d'identité en fait va créer dans sa base de données, dans son répertoire, va enregistrer les traits d'identité de la personne et son identifiant et va délivrer à l'usager un moyen d'identification électronique. Donc voilà, typiquement, quand on va pouvoir obtenir une application APCV, en fait, on va effectivement s'enregistrer auprès du service qui gère les APCV et on va obtenir une application qui nous permettra par la suite de s'identifier électroniquement sur d'autres services. Ou le fournisseur d'identité et le service de santé lui-même, le service numérique en santé lui-même. Donc voilà, si c'est une application de prise de rendez-vous par exemple, l'usager en fait s'enregistre cette application de prise de rendez-vous en ligne, rentre son nom, son prénom, son numéro de téléphone par exemple, et elle va choisir un login mot de passe et elle va recevoir un OTP sur son téléphone, un OTP SMS par exemple. Et c'est ça qui constitue son moyen d'identification électronique qui lui permettra à l'avenir de s'identifier sur le service. Donc dans ce cas-là, le fournisseur d'identité et le service lui-même. Donc une fois que l'usager il a obtenu son moyen d'identification électronique, il peut l'utiliser pour accéder à un service. Et donc quand il se connecte à ce service, on va lui demander de s'identifier et en général, en fait, l'identification électronique va être à la charge du fournisseur d'identité qui a
délivrer le moyen d'identification électronique. Par exemple, si la personne s'identifie électroniquement avec une carte APCV ou avec une entité qu'elle a obtenue sur France Connect, eh bien, l'identification électronique va se passer sur une fenêtre, une mire de ce fournisseur d'identité. C'est pour ça que le fournisseur d'identité apparaît ici au milieu, parce que c'est lui qui va procéder à l'authentification de la personne et qui va, envoyer au fournisseur de services les traits d'identité et l'identifiant de la personne qu'elle a authentifié sur son mire de connexion. Et le fournisseur de service, du coup, il va obtenir cette identité et éventuellement, pour la compléter, il peut contacter le téléservice INSI. Et en fait, il va pouvoir de ce fait obtenir l'identité INS de la personne s'il n'avait pas obtenu par le fournisseur d'identité. Donc, par exemple, le fournisseur d'identité, il a juste votre nom et votre prénom. Le fournisseur de service, et le genre, date de naissance, le fournisseur de service va appeler le téléservice INSI, il va soumettre ses données et il va récupérer l'identité INS de la personne si elle a bien pu être identifiée dans ce répertoire. Et donc là, du coup, elle va avoir récupéré les matricules INS dont elle aura besoin pour référencer les données de santé. Donc voilà la coopération entre ces différents acteurs pour réaliser l'identification électronique et éventuellement obtenir l'identité INS de l'usager qui s'est connecté. Voilà, donc comme je vous ai dit, le service numérique en santé, il peut être son propre fournisseur d'identité ou il peut faire appel à un fournisseur d'identité externe. Donc, comme je vous ai expliqué, ça peut dépendre de la volonté des fournisseurs d'identité, des moyens qu'il a à disposition, de la pertinence des fournisseurs d'identité externes par rapport à son contexte d'usage. Hein. Donc ça, chacun fait son choix. Il n'y a pas d'obligation à utiliser un fournisseur d'identité X ou Y. Chaque service numérique de santé est libre du choix du fournisseur d'identité qu'il veut utiliser ou d'être son propre fournisseur d'identité. Il faut avoir conscience que en fait, les modalités pratiques d'authentification, elles varient fortement selon le moyen d'identification électronique. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc, ça peut être, voilà, j'ai dit tout à l'heure, un login mot de passe avec un OTP SMS. Ça peut être une application sur téléphone portable. Ça pourrait être d'autres moyens physiques ou voire biométriques. Chaque fournisseur d'identité choisit ses moyens d'authentification et donc l'expérience utilisateur va dépendre fortement de ce choix. Quelques exemples d'implémentation. Le service numérique qui propose à un usager de s'inscrire, donc typiquement une plateforme de prise de rendez-vous, et elle demande à la personne qui s'enregistre de définir un mot de passe, de donner son numéro de téléphone portable, et chaque fois qu'elle devra authentifier cette personne, elle va et donc faire une identification électronique, elle va lui demander son mot de passe et elle va lui envoyer un OTP par SMS. Ça, c'est un exemple qui est conforme aux moyens de transition qu'on a définis plus tard. L'APCV, c'est un moyen d'identification électronique. Donc, l'APCV, c'est l'application carte vitale qui est en cours d'expérimentation actuellement. Et donc, elle permettra à tous les usagers qui sont enregistrés, qui disposent d'une carte vitale, de pouvoir s'identifier électroniquement avec cette application APCV auprès des services qui seront compatibles. Et les troisième exemple majeur, ce sont les identifications électroniques que l'on peut réaliser à travers le service France Connect. Alors, vous remarquez ici que on a bien écrit France Connect Plus, parce qu'à terme, on ne seront autorisés que les moyens d'identification électronique de niveau substantiel, IDAS. Et ces moyens de niveau substantiel, ils seront accessibles à travers la plateforme France Connect Plus. Actuellement, la plateforme France Connect, donc, où on retrouve l'identification par les impôts, l'identification Amélie et d'autres fournisseurs d'identité, sont de niveau faible, c'est-à-dire qu'en général, il y a un seul moyen d'authentification, un seul facteur d'authentification. Et pour ceux qui sont à deux facteurs, ils n'ont pas été audités, ils n'ont pas reçu un certificat de conformité au niveau substantiel. Donc, quand on utilise France Connect, c'est une identification de niveau faible, même si elle peut être à deux facteurs. Donc, à ce moment-là, il va falloir éventuellement renforcer cette authentification. Et de plus, le service France Connect ne délivre pas le numéro, le matricule INS, le numéro NIR là, de sécurité sociale. Et donc,
le service, il va devoir probablement en avoir besoin, donc en appelant les services INSI pour récupérer ce numéro NIR de l'usager qui s'est connecté et dont il a eu l'identité par France Connect. Voilà des exemples des processus typiques d'identification électronique qui respectent le référentiel volet usager. Et enfin, donc là, je décris le processus d'identification électronique indirecte. Indirect, ça veut dire qu'en fait, là, on a à droite un service numérique en santé qui est dans la brique marron. Ce service numérique en santé, il va proposer des traitements de données de santé pour des usagers. Et en fait, il peut être attaqué directement par l'usager qui se connecterait directement sur le service numérique en santé, ou alors il est utilisé à travers une autre application, une application qu'on appelle ici Appelant, qui peut être une application interne au SI du service numérique en santé, mais qui peut être une application externe, réalisée par un sous-traitant ou par un service en ligne. Et donc, ce service Appelant, il va solliciter le service numérique en santé pour ajouter, lire, consulter, modifier des données de santé. Et le service numérique en santé, lui, il va donner l'accès à ces données de santé uniquement s'il est certain de l'identité de la personne physique, de l'usager qui est en train d'utiliser l'application implante. Et donc là, on a identification électronique indirecte. On ne veut pas obliger l'utilisateur de l'application implante à se réauthentifier directement sur le service numérique en santé. Donc, on fait une authentification indirecte. Et donc là, typiquement, voilà, un exemple qu'on a cité en bas, c'est un citoyen, donc un usager, qui se connecte à un service en ligne numérique en santé, donc un service de prise de rendez-vous, par exemple. Et ce service-là doit accéder au service numérique en santé, Mon Espace Santé, pour, par exemple, aller consulter le nom du médecin traitant ou l'agenda de la personne, ou récupérer des données de santé, ou, par exemple, déposer des données de santé. Et donc, le service appelant se propose de faire l'opération dans Mon Espace Santé pour le compte de l'utilisateur, et au lieu de lui demander à l'utilisateur de s'identifier directement sur l'espace Mon Espace Santé, eh ben, c'est le service numérique qui va donner l'identité de l'usager au service numérique en santé, donc à Mon Espace Santé, qui va la prendre en compte pour typiquement faire des contrôles d'accès. Est-ce que le dépôt de données, le lecteur de données que le service appelant demande, elle est bien autorisée? Ça peut être l'usager directement, ou ça peut être aussi un acteur de santé personne physique, donc un médecin qui utiliserait une application qui veut aller lire dans Mon Espace Santé ou dans le DMP. Est-ce que ce médecin, il a le droit de lire cette donnée? Mon Espace Santé va aller consulter les règles de contrôle d'accès, les consentements de l'usager pour savoir si, oui ou non, ce professionnel de santé a le droit d'accéder à cette donnée. Donc, l'identification électronique indirecte, ça permet au service numérique en santé de récupérer l'identité de l'usager de l'appelant. Donc, cette identification électronique indirecte, elle est décrite de façon détaillée dans le référentiel des acteurs de santé personnes morales, parce qu'en fait, le service numérique en santé, il doit d'abord identifier électroniquement l'application appelante en respectant le référentiel d'identification électronique volet personne morale. Et une fois qu'il aura fait ça, il devra récupérer l'identité de la personne physique ou de la personne morale qui est en train d'utiliser l'application appelante. Voilà, donc là, rendez-vous dans le référentiel personne morale, volet personne morale, pour voir les détails sur la façon dont on peut faire ça et quelles sont les contraintes liées à cette identification électronique indirecte. Là, l'appelant, en tous les cas, s'il identifie un usager, l'appelant doit respecter le référentiel d'identification électronique volet l'usager qu'on est en train de voir aujourd'hui pour identifier l'usager. Et ensuite, il doit se connecter au service numérique santé et transférer l'identité. Voilà, donc on va passer aux questions. Je ne sais pas, Vincent, s'il y a quelques questions intéressantes. Ton micro est coupé, Vincent. Excusez-moi. Oui, il y a beaucoup de questions dans le chat, notamment, là, j'étais en train de regarder une question sur, on me demande si on me fait remarquer que France Connect et l'AppCV sont en phase d'expérimentation. Est-il possible d'attendre leur mise en service pour respecter les normes de la PGSSI?
Alors, d'abord, France Connect, pour moi, il n'est pas en expérimentation. C'est d'ores et déjà possible d'utiliser France Connect. Même France Sur Connect Plus, l'apps. hein. Et oui. Même France Connect Plus. Oui, voilà, effectivement, la question a été posée pour France Connect Plus. C'est bien en production. Voilà, on demande quand est-ce que ça va être disponible. C'est déjà en production, en fait. Ceci dit, l'offre est aujourd'hui assez restreinte et donc, à ma connaissance, il n'y a que l'identité électronique de la Poste qui permet de se connecter donc, avec France Connect. On en parle un peu plus tard, hein, de toute façon. Ouais, voilà, on va y venir tout à fait. Et donc pour l'AppCV, donc effectivement, aujourd'hui, l'AppCV est en phase d'expérimentation. C'est pareil, on va y venir un peu après. Toutefois, voilà, ça ne dispense pas de se mettre en conformité avec, en utilisant un autre moyen d'identification électronique de façon transitoire, le temps d'arriver à l'AppCV. Parce que voilà, de toute façon, on ne peut pas attendre l'AppCV pour sécuriser les données des patients. Il faut d'ores et déjà essayer voilà, de se mettre un petit peu en conformité, en tout cas d'essayer d'être le plus d'améliorer le niveau de sécurité des données de santé qui sont gérées par ces services. Alors, j'ai une question. Ces services peuvent être adressés, utilisés également par les mutuelles complémentaires de santé. Alors, tous les usages sont possibles, hein. Il y a des choses, enfin, tout est précisé en fait c'est un article de loi qui vient préciser les usages et donc effectivement, il me semble que les mutuelles et complémentaires de santé doivent faire partie du sujet. Ce serait à vérifier dans l'article qui est précisé dans le référentiel. Je l'ai pas en tête parce qu'il y a beaucoup d'usages possibles et différents qui y sont listés. Donc à vérifier. Alors on me demandait aussi quid de l'OTP SMS. On en parle après. Ouais, oui, c'est vrai, on va en On parler. en parle après, Vincent. Vaut mieux qu'on en parle après parce que sinon on va faire toutes les questions avant les slides. Ouais. Ah bon, il y a une question, la dernière qui a été posée là. Concrètement, qu'est-ce que les ES doivent mettre en place au 1er juin 2022 pour être conformes à PGCSIS? Eh bien, ils doivent mettre en place les 3 référentiels, quoi. Donc, chacun des 3 référentiels expose des exigences pour identifier d'une part les usagers, d'autre part les personnes, acteurs de santé, personnes physiques, et d'autre part acteurs de santé, personnes morales. Donc, si il y a ces 3 types d'interfaces dans vos services, il faudra appliquer les 3, chacun sur la bonne interface. Donc, et les 3 s'appliquent bien au 1er juin 2022. Alors, pour certains, il y a des moyens de transition. Alors, c'est le cas pour ici, ce n'est pas le cas pour les personnes morales. Mais il y a, les 3 sont à prendre en compte, quoi. Ils sont tous les 3 en parallèle selon le type d'utilisateur du service. Et un service peut même avoir plusieurs types d'utilisateurs. Donc, il faut vraiment balayer les 3. Voilà, c'est aussi la raison c'est pour ça qu'il y a un référentiel, c'est que malheureusement, si on pouvait répondre en 2 minutes à cette question et dire bah oui, voilà, il faut faire ça, ce serait forcément merveilleux, mais malheureusement, il y a tellement d'usages différents en santé qu'il faut prendre en fait au cas par cas d'abord le service numérique en santé pour voir si l'on est dans le périmètre de ces référentiels. C'est la première étape. Et puis après, une fois que l'on a identifié que le service numérique en santé dont on est responsable est dans le périmètre, il faut regarder en fait quel moyen d'identification électronique on peut utiliser pour les différentes populations. Et puis voilà, et donc après, essayer d'avoir une stratégie sur le long terme, sur 2026, comment y arriver, sachant que l'on a un certain nombre de moyens transitoires, comme l'expliquait Stéphane, qui peuvent être mis en œuvre. Donc voilà. Et puis on laisse du choix. Enfin, le choix, c'est pas pour embêter les gens, c'est pour justement permettre d'avoir des moyens qui soient adaptés au contexte. Si on ne laissait pas le choix, ça serait l'inverse.
Donc effectivement, il n'y a pas de réponse très très simple, mais dans chaque référentiel, une fois que vous êtes sûr effectivement que votre service est concerné par ce référentiel, il y a une liste de moyens autorisés avec éventuellement des dates associées. Et voilà, il faut étudier à chacun au cas par cas. Voilà, donc ça peut être intéressant dans certains cas d'utiliser un moyen d'identification électronique spécifique parce que ça convient en termes d'ergonomie à l'usage que vous proposez de par un service numérique en santé. Et puis ça peut être intéressant dans certains cas de mettre en œuvre différents moyens d'identification électronique possibles pour se connecter au service numérique en santé, pour permettre à différents utilisateurs de s'y connecter ou alors à avoir une solution de rechange si jamais il y a un souci avec l'un des moyens d'identification électronique. Donc c'est vraiment du cas par cas, hein. C'est difficile de vous donner une réponse en quelques minutes. Et bon, là, j'ai quelques questions sur l'INS. Il y a un référentiel INS, il y a un guide sur l'utilisation du référentiel INS qui explique exactement les règles de, qu'est-ce que c'est que l'INS, la valeur du matricule, comment l'utiliser. Et le référentiel d'identification électronique, il utilise quelque part l'INS, mais si vous voulez en savoir plus sur l'INS, il faut vraiment aller voir sur le site de l'ANS, il y a des pages dédiées à l'INS qui sont assez bien faites pour expliquer voilà, ce que c'est, comment on s'en sert, ce qui est obligatoire ou pas obligatoire. Ouais, il y avait des questions, notamment j'ai vu passer une question tout à l'heure en lien sur le lien entre l'INS et le NIR. Donc voilà, tout ça, par exemple, tout ça c'est expliqué dans le référentiel d'INS assez bien. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site e-santé pour rechercher la page dédiée, éventuellement télécharger le référentiel si vous voulez aller plus loin. Bon. Je propose On peut peut-être peut-être que passer pour on l'on passe avance pour avoir le pour temps de arriver tout voir. vraiment sur la définition des moyens qu'on peut utiliser. Alors, donc, les moyens d'identification électronique pour les usagers, donc là on rentre dans le cœur du sujet. Alors, tout d'abord, c'est important d'avoir en tête, je disais tout à l'heure, de savoir si on est dans le périmètre. Et donc là, en l'occurrence, le domaine d'application de ce volet du référentiel d'identification électronique dédié aux usagers, eh bien, c'est tous les services numériques en santé qui sont accessibles aux usagers et qui traitent des données de santé à caractère personnel, au sens du RGPD. Donc, alors, quand on parle de services numériques en santé, c'est vrai qu'on a beaucoup employé ce terme, c'est important de le préciser, que ce sont tous les outils, systèmes d'information et services mis en œuvre par voie électronique par des organismes publics ou privés, dès lors que ces outils concourent à des activités. Donc, c'est là où on vient à la liste des cas d'usage, donc prévention, diagnostic, soins, prise en charge, suivi ou intervention nécessaire à la coordination de plusieurs de ces activités. Donc ça, c'est l'extrait du texte réglementaire. Et donc pour moi, a priori, prise en charge, je pense qu'on a évoqué le cas des mutuelles, je pense que ça rentrerait dedans, il faut le vérifier. Alors après, sur les traitements de données au sens de l'article 4 du RGPD. Donc bon, là, je vais. Si, ouais, c'est là aussi où on va retrouver la liste des opérations qui peuvent être effectuées sur ces données. Donc collecte, enregistrement, organisation, structuration, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation. Enfin voilà, la liste est longue, mais il y a beaucoup de cas d'usage qui font que ces données peuvent faire partie de la réglementation RGPD. Et puis on vous rappelle aussi que l'identification électronique pour les professionnels de santé sur ces services, elle est régie par un volet différent, hein, on en parlait tout à l'heure, qui est celui des acteurs de santé personnes physiques. Et donc là, le périmètre est différent hein, pour les personnes, les acteurs de santé personnes physiques.
Voilà. Ensuite, donc sur le calendrier pour d'emploi des moyens d'identification électronique, donc vous allez retrouver voilà pour les usagers, hein, c'est beaucoup plus réduit que pour les personnes, les acteurs de santé, forcément voilà, parce que pour les acteurs de santé, on propose aux établissements de santé notamment d'homologuer leurs propres moyens d'identification électronique pour leur laisser suffisamment de possibilités différentes. Pour les utilisateurs, c'est relativement réduit. Il y a donc effectivement les moyens d'identification électronique certifiés IDAS au niveau substantiel ou élevé. On va voir ça un petit peu dans le détail, qui est autorisé à partir du 1er juin 2022. L'APCV, donc voilà, à partir du 1er juin 2022, mais bon, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est toujours en expérimentation. Et sachant qu'à terme, voilà, l'APCV aura un niveau substantiel. Et puis, il y a un certain nombre de moyens d'identification électronique de transition donc, qui peuvent répondre aujourd'hui à beaucoup de cas d'usage, sachant que l'APCV n'est pas encore opérationnel et que les moyens d'identification électronique certifiés IDAS substantiels ou élevés sont quand même assez réduits aujourd'hui. On va rentrer après un peu plus dans les explications sur ces moyens d'identification électronique. Et donc voilà, sachant qu'à partir du 1er janvier 2026, les moyens d'identification électronique de transition seront abandonnés. Sachant que d'ici 2026, a priori, on aura notamment l'APCV qui devrait être disponible et qui est un moyen qui tend à faire référence hein, pour ce volet-là. On va y venir. Alors, pour les identifiants à utiliser, donc effectivement, il faut utiliser le matricule INS de préférence. Donc, INS, c'est pour Identité nationale de santé. Et donc, le matricule INS, c'est soit le NIR, c'est-à-dire le numéro d'inscription au registre RNIPP, ou ce qu'on appelle le NIA, qui est le numéro d'immatriculation d'attente. Donc, en gros, ce sera l'INS, ça correspond effectivement au NIR dans la plupart des cas, mais ça peut être ce numéro d'immatriculation d'attente dans certains cas particuliers, pour des personnes qui ne disposeraient pas encore du NIR. Voilà, je pense que ça répond à la question qu'il y avait à ce sujet. Voilà, comme je disais, ça peut être approfondi sur le site e-santé en cherchant des informations sur l'INS. Alors ensuite, un identifiant privé peut être utilisé à défaut. Donc, par exemple, si l'INS est encore inconnu pour des personnes étrangères, ça peut être établi sous la responsabilité du fournisseur d'identité ou du fournisseur de services, cet identifiant privé. Et puis bien sûr, il est important que cet identifiant privé il soit unique dans le répertoire d'identité considéré. Voilà, évidemment, il ne faut pas qu'on se retrouve avec des doublons, sinon voilà, cet identifiant privé n'a plus de valeur et ça peut avoir un grave impact en fait parce que on mélange les données de santé de deux personnes différentes. Voilà, et enfin donc l'utilisation de cette identité nationale de santé pour référencer les données de santé, elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Donc ça c'est le référentiel INS dont on parlait tout à l'heure, ainsi que le respect du référentiel national d'identito-vigilance. Voilà, donc l'identito-vigilance, c'est ce qui se rapporte au fait de s'assurer que derrière un usager, on a bien la bonne personne et que justement, il n'y a pas de doublon ou on ne s'est pas trompé de personne, par exemple. Voilà, c'est les cas par exemple, le cas que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, je te passe la main, Stéphane, pour rentrer dans les moyens d'identification électronique. Alors, on en vient maintenant à la description des moyens d'identification électronique qui sont autorisés. On les passe en revue un par un. Donc, la première famille,
ce sont les moyens d'identification électronique qui ont été certifiés conformes au niveau IDAS substantiel. Alors, ils peuvent être substantiels ou élevés. Hein. Élevé, c'est le plus haut niveau, et substantiel, c'est le niveau intermédiaire. Donc, certifiés IDAS, ça veut dire que soit ils ont été notifiés au niveau européen, c'est-à-dire qu'au niveau européen, il y a une liste des moyens d'identification électronique de niveau faible, substantiel, élevé. Ça veut dire que voilà, si un pays étranger a notifié une identité, donc identité électronique belge par exemple, ou d'Allemagne, là, ils utilisent leur titre d'identité, leur carte nationale d'identité ou leur passeport. Si c'est notifié au niveau européen, à ce moment-là, c'est un moyen utilisable pour identifier un usager sur un service numérique. Bon, forcément, là, on parle d'utilisation à la marge, puisque ça va concerner a priori des personnes qui ne sont pas nées en France. Ou alors, ce sont des MIE qui ont été certifiés en France par l'ANSSI. Alors en France, l'ANSSI est la seule à pouvoir certifier un moyen d'identification électronique au niveau substantiel IDAS. Et en fait, elle va le faire soit dans le but de faire une notification électronique au niveau européen, une notification au niveau européen, donc ça veut dire que le moyen il sera utilisable en dehors des frontières, soit c'est uniquement pour l'usage national. Par exemple, je ne suis pas sûr que l'APCV ait vocation à être notifié au niveau européen. Chaque fournisseur d'identité décide si il veut que son moyen soit notifié au niveau européen ou pas. En tout cas, donc il y a une liste au niveau européen pour les MIE de niveau substantiel ou élevé. Et en France, l'ANSSI aussi publie une liste des moyens d'identification électronique de niveau substantiel ou élevé. Alors, effectivement, comme l'a dit Vincent, actuellement, il n'y a que l'identité numérique de la Poste qui est de niveau substantiel. Elle a été effectivement évaluée, auditée par l'ANSSI, et depuis février 2022, elle a même été notifiée au niveau européen. Donc ça, dans le référentiel usagé, là, dans le document, vous trouverez les URL des sites sur lesquels vous pouvez aller consulter ces listes françaises ou européennes. Alors en France, donc, tout le monde connaît France Connect, mais France Connect, les identités sont réputées de niveau faible. Elles n'ont pas été auditées. Hein. Il n'y a pas eu d'audit de certification de ces identités. Elles sont soit délivrées par des ministères ou des entités publiques ou parapubliques. Bon, il y a aussi typiquement Mobile Connect et moi qui n'ont pas été auditées, mais qui sont quand même présentes sur France Connect et elles sont de niveau faible. Donc ça, pour l'instant, elles ne sont pas de niveau substantiel, donc elles ne pourront pas être utilisées telles quelles à partir de 2026. Celles qu'on peut utiliser, elles se trouvent sur France Connect Plus. Alors, France Connect Plus, c'est un service qui a été mis en production à l'automne 2021 et qui est basé sur une plateforme du coup plus sécurisée, qui elle-même a été renforcée au niveau sécurité pour pouvoir garantir ce niveau de sécurité. Et actuellement, elle permet effectivement de s'identifier électroniquement avec l'identité numérique de la Poste. Et ça permet d'accéder à des services pour l'instant type signature électronique, type recommandé électronique qualifié IDAS. Mais ce n'est pas encore très utilisé, c'est sûr. Il faut savoir en plus que l'utilisation de France Connect Plus, dans le cas d'un fournisseur d'identité privée sur France Connect Plus, peut être facturé par le fournisseur d'identité. Donc là, actuellement, ce n'est pas gratuit d'utiliser France Connect Plus. Alors peut-être que ça le serait pour une administration. Normalement, France Connect Plus est gratuit pour les administrations. Donc là, il faut voir votre structure, si elle relève ou pas de ce champ-là. Et pour l'utiliser, il faut enregistrer le service numérique. Donc, en fait, le fournisseur de service doit enregistrer son service auprès de la DINUM, qui est la Direction interministérielle du numérique. Et c'est elle qui, en fait, vérifie l'éligibilité du service à France Connect Plus. Donc, il faut qu'il y ait une obligation réglementaire pour utiliser le service. Bon, là, c'est le cas puisque l'obligation d'utiliser un moyen d'identification électronique de certificat IDAS, elle est dans le référentiel qui lui-même est opposable au titre de la loi, donc a priori vous êtes éligible. Et après, c'est la DINUM qui donne les conditions d'enregistrement sur le service. Ah, c'est parce que je vois des alertes, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur France Connect et France Connect Plus, c'est que ces services-là, en fait,
il diffuse une identité qui contient le nom, le prénom, le genre, la date de naissance et le lieu de naissance, qui ont été en fait collectés a priori sur des titres d'identité tels que passeport et carte nationale d'identité. Ces documents voilà, étant eux-mêmes établis sur base de données d'état civil. Et normalement, on devrait avoir le même contenu que le RNIPP. Alors après, je dis normalement parce qu'il peut y avoir des fois des erreurs de transcription, il peut y avoir des évolutions qui ne sont pas reportées dans l'un des deux répertoires. Et donc, il pourrait arriver qu'une identité de France Connect ne corresponde pas exactement à ce qui est dans le RNIPP, mais bon, normalement, ça devrait être le cas. Donc, à partir des informations qu'on obtient de France Connect, on doit pouvoir facilement récupérer l'identité INS à travers le téléservice INSI. Donc, une fois que le service a obtenu l'identité d'une personne, d'un usager à travers France Connect, il peut appeler le téléservice INSI et obtenir ce matricule INS. Voilà, sachant que voilà, normalement, ça devrait être les mêmes données. Et France Connect, pour l'instant, n'est pas habilité à communiquer le matricule INS parce que c'est une donnée de santé et que France Connect n'est pas autorisé pour l'instant à délivrer des données de santé. Donc, ce n'est pas dans le périmètre de France Connect. Alors, un service numérique en santé qui obtiendrait l'identité d'un usager à travers France Connect, il peut appeler le téléservice INSI, il va récupérer théoriquement facilement le matricule INS de la personne, et ensuite il peut stocker ce matricule INS dans sa base de données de façon à ne pas avoir à réinterroger le téléservice INSI à chaque connexion de l'usager. Il va pouvoir le garder dans sa base de données et le vérifier. Je crois que de mémoire, c'est une fois tous les 2 ans, de façon à s'assurer quand même que ça reste valable, mais voilà, il ne sera pas obligé d'appeler le téléservice INSI à chaque fois. Voilà, donc, pour l'instant, il y a uniquement l'identité numérique de la Poste. Mais récemment, on a eu l'État qui a communiqué sur le fait que, effectivement, il travaillait sur la carte d'identité numérique, qui sera en fait une identité numérique qu'on va pouvoir obtenir sur la base de la nouvelle carte d'identité, celle qui contient une puce avec des données biométriques, ou sur le passeport. Ça veut dire qu'un détenteur de cette nouvelle carte d'identité ou du passeport pourra s'enregistrer en fait auprès d'un service, je sais plus, SGIN ou quelque chose comme ça, qui va permettre d'obtenir une identité, un moyen d'identification électronique de niveau substantiel. C'est en fait la suite du projet Alicem qui était basé sur le passeport, le projet Alicem qui a été interrompu et qui quelque part a été refondu dans ce nouveau projet. Et donc voilà, probablement à partir de l'année prochaine, les porteurs d'une nouvelle carte d'identité ou d'un passeport pourront obtenir une identité numérique de niveau substantiel. Et donc, les services numériques en santé pourront en fait demander à l'usager d'utiliser ces moyens-là à travers France Connect Plus. Alors là, forcément, les services numériques en santé, ils sont tributaires de l'offre qui existe sur ces identités, sachant que faire certifier une identité au niveau substantiel IDAS, c'est un très gros travail, quoi. Ça demande des investissements en termes de plateforme, d'enregistrement, d'audit qui sont conséquents, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'offres pour l'instant. Donc voilà pour les niveaux certifiés, les moyens d'identification électronique certifiés IDAS. Je passe, donc le moyen suivant, c'est l'APCV, on a déjà parlé plusieurs fois. Donc l'APCV, c'est l'application carte vitale, c'est l'application qui doit s'installer sur un appareil mobile, un tablette ou téléphone portable, et qui dématérialise la carte vitale. Elle est en expérimentation depuis un certain temps. Hein. Pour obtenir cette APCV, l'usager, en fait, il doit actuellement utiliser la carte vitale et une carte d'identité. Donc, il doit rentrer des données sur la carte vitale, il doit photographier sa carte d'identité afin de prouver qu'il est bien détenteur de la carte. Et avec ça, il initialise en fait une application APCV sur son téléphone portable et il choisit un code PIN qui lui permettra de s'authentifier par la suite. L'APCV, du coup, va devenir un moyen d'identification électronique à 2 facteurs. Un facteur étant la possession du mobile
sur lequel a été enregistrée la personne. Donc, il y aura des secrets qui sont sur ce téléphone portable, qui sont invisibles utilisateurs, mais qui sont là et qui prouvent qu'on est bien en train d'utiliser le téléphone sur lequel on a fait l'enregistrement. Et le porteur, il a un second facteur qui est le code PIN qu'il a choisi et qu'il doit saisir à chaque fois qu'il veut s'authentifier. Donc, c'est bien un moyen d'identification électronique à 2 facteurs. Mais actuellement, il est en phase d'expérimentation. Donc récemment, il y a 12 nouveaux départements qui sont rentrés dans la phase d'expérimentation jusqu'à fin 2022. Donc je ne peux absolument pas vous dire la suite du calendrier, mais normalement, cette identité APCV, elle devrait être disponible à l'ensemble des Français, j'imagine, en 2023. Et à partir de ce moment-là, tous les porteurs de carte vitale qui auront un téléphone mobile, un appareil mobile compatible, ils pourront se créer sans obligation une carte APCV qui sera utilisable d'ailleurs à la fois pour accéder à un service numérique en santé depuis son navigateur et qui sera aussi utilisable en proximité à l'aide de QR code que pourra scanner un profil de santé pour prouver que la personne détient bien l'APCV. Donc cette APCV, en fait, elle fournit une identité électronique de type un peu comme France Connect, avec nom, prénom, genre, date de naissance, lieu de naissance. Et par contre, l'identifiant sera le matricule INS de l'usager, puisque là, on est directement relié à la carte vitale, donc au matricule INS. Du coup, cette identité APCV, en fait, elle a vocation à devenir le moyen de référence parce qu'elle fournit directement le matricule INS que ne fournit pas France Connect. Donc, cette identité INS, elle est détaillée dans les référentiels INS et référentiel national d'identité-vigilance. Quand une application, en fait, obtient l'identité à partir de l'APCV, elle sera réputée des niveaux récupérés et elle sera de niveau qualifié uniquement lorsque l'APCV sera de niveau substantiel. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'audit qui a certifié que cette APCV était de niveau substantiel. Donc, la garantie que l'identité APCV est bien utilisée par le porteur légitime de l'APCV n'a pas été démontrée. La garantie n'est pas considérée suffisante et donc on ne pourra pas, enfin, pour l'instant, tant que cette identité APCV n'a pas été certifiée de niveau substantiel, elle ne fournit qu'une identité de niveau récupérée. Voilà. Donc, il faudra quand même la qualifier si vous avez besoin. Voilà pour la PCV. Donc là, la PCV, après, il faut suivre les informations qui sont données par typiquement Sésame Vital sur le programme APCV. Donc je passe. On en arrive aux moyens d'identification électronique de transition. Donc là, on voit bien que, déjà, il n'y a pas pléthore d'offres actuellement, APCV et France Connect Plus. Donc pour l'instant, donc à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31/12/2025, les services numériques en santé doivent utiliser un moyen qui est au moins conforme aux moyens d'identification électronique de transition. Donc en fait, ce sont un ensemble d'exigences qui permettent de définir un niveau de sécurité minimal pour l'identification électronique des usagers, sachant qu'on n'a pas d'offres accessibles à grande échelle pour l'instant. Donc, quelles sont ces exigences de sécurité minimale? C'est d'abord une vérification d'identité lors de l'enrôlement. Donc, une vérification d'identité qui se fait sur la base, en fait, de données officielles d'identité. Donc, soit qu'il y a eu un face-à-face dans lequel l'usager a présenté un titre d'identité. Donc, ça peut se faire, par exemple, quand, si je vais voir un professionnel de santé, si je vais voir un laboratoire, je peux très bien, au moment où je vais faire mon prélèvement, montrer ma carte d'identité et être enregistré sur la base de face à face. Voilà, les gens, ils voient ma carte d'identité ou ma carte vitale et ils savent qui je suis. Donc ça peut permettre de répondre à certains cas d'usage. Si c'est un service purement numérique, ça peut être l'envoi d'une copie de pièce d'identité déposée sur le site. Par exemple, c'est déjà un niveau de vérification sur lequel on peut lire les données d'identité de la personne. On peut aussi enregistrer sur un service numérique un nouvel usager en lui demandant de s'authentifier une fois avec France Connect, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander France Connect à chaque fois, mais on peut lui dire la première fois que vous utilisez France Connect, je vais récupérer votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre genre, et je vais les stocker dans ma base de données. Et ça, j'ai un niveau quand même de garantie minimale sur cette identification électronique. Et ensuite, après, peut-être que je vous délivrerai un mot de passe et un OTP SMS.
mais c'est un moyen de collecter des données de façon assez fiable pour le niveau de transition. Une fois qu'on a enregistré la personne, effectivement, on va lui donner un moyen d'identification électronique et en fait, du fait du niveau de sécurité minimal exigé par le RGPD et par la CNIL, ce moyen d'identification électronique, il doit être à 2 facteurs. Donc les 2 facteurs, hein, c'est un facteur connaissance, un facteur possession, un facteur inhérent. Donc le facteur inhérent, ça veut dire par rapport à la biométrie, utiliser un facteur biométrique, donc identification d'empreinte ou identification du visage, pour identifier électroniquement une personne. Il y a des mesures qui concernent, par exemple, les mots de passe. Donc, un mot de passe, en fait, ici, utilisé en second facteur, il devrait avoir une entropie au moins de 27 bits. Bon, là, on suit les exigences, enfin, les recommandations de la CNIL et de l'ANSSI sur la taille des mots de passe. Hein. Vous verrez des détails dans le référentiel aussi, dans le document, sur les contraintes liées à ces mots de passe. Et aussi des restrictions d'accès en cas d'échec répété d'authentification. Donc, effectivement, après 3, 4, 5 identifications ratées, le service doit mettre en place soit de la temporisation, soit un verrouillage du compte, soit des demandes de CAPTCHA pour, voilà, pour se prémunir des attaques par force brute. Donc ça, c'est des exigences qui sont décrites dans le référentiel et qui permettent de garantir un niveau minimal. Ensuite, il faut aussi se préoccuper du renouvellement et de la possibilité de révoquer un MIE. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a délivré des moyens d'identification électronique, en général, avec le temps, ils peuvent perdre de leur fiabilité. Alors, ça peut être renouveler des mots de passe, bon, pas tous les 6 mois, mais ça peut être toutes les quelques années. Ça peut être renouveler des facteurs cryptographiques de façon à ce qu'ils ne perdent pas sa viabilité. Et il faut aussi donner la possibilité aux usagers de révoquer le moyen d'identification électronique, c'est-à-dire de déclarer la perte d'un téléphone ou la fuite d'un mot de passe de façon à ce que les accès soient interdits par rapport à ce MIE et qu'on doive renouveler le MIE avant de redonner l'accès, ce qui est une mesure de précaution de base, hein, de la même façon qu'on peut faire opposition sur une carte bancaire, on doit pouvoir révoquer un moyen d'identification électronique. Dernière mesure, c'est de forcer la déconnexion d'un utilisateur, d'un usager, après un certain délai d'inactivité, donc pour éviter les sessions qui restent ouvertes et qui sont réutilisées par des tiers. À chaque service devant définir ce délai en fonction de son contexte. Voilà, quelques exemples de moyens d'identification électronique, c'est un mot de passe associé à un code OTP, un code TOTP ou un code OTP. Donc, le TOTP, ça peut être un code qui est généré par une application qu'on installe sur un téléphone mobile. Donc là, on trouve voilà, sur tous les stores iOS, Android, des applications qui génèrent des TOTP selon une RFC hein, qui est commune. Et du coup, l'utilisateur peut générer ce genre de code sur son téléphone portable et vous, sur votre service, vous vérifiez la validité de ce code qui est basé généralement sur l'heure de connexion et des secrets partagés en amont. Ça peut être aussi plus simplement un OTP SMS. Donc ça, c'est toujours autorisé. Un mot de passe en OTP SMS est toujours autorisé jusqu'à fin 2025. Bon, il y a des restrictions. On sait qu'il y a des vulnérabilités sur ce genre de moyens, mais voilà, on ne peut pas l'enlever parce que ça couperait quand même pas mal de personnes de l'authentification sur un service en ligne. Donc voilà, il est toléré, même si on sait qu'il n'est pas, ce n'est pas le meilleur moyen, mais il permet au moins de garantir un accès minimal à double facteur. Alors après, d'autres exemples, ce sont des applications qu'on va enrôler sur un téléphone portable. Donc, ça peut être une application faite exprès, ça peut être une application mise à disposition par un fournisseur d'identité voilà, qui propose ce genre de service à ses clients. Ça peut être une application mobile, voilà, par exemple, j'imagine une mutuelle ou quelque chose comme ça pourrait avoir des services des applications mobiles qui intégreraient leurs propres moyens d'identification électronique en se basant sur déjà le fait de posséder l'application et un code PIN. Dans nos discussions qu'on a eues pour l'élaboration des référentiels, nous avons aussi parlé, par exemple, de la possibilité d'utiliser l'empreinte digitale qu'on a enregistrée sur un téléphone. Donc là, on se sert de l'OS. Donc iOS et Android ont des mécanismes de reconnaissance d'empreinte.
Et donc, une application installée sur ce mobile peut demander à l'OS de faire la vérification de l'empreinte digitale ou une vérification faciale et débloquer voilà, ça fait un facteur d'authentification, un facteur biométrique, et ensuite l'application n'a plus qu'à rajouter un code PIN ou un mot de passe pour avoir un moyen double facteur. Donc, ça, ce sont des exemples. Sachant que voilà, le référentiel, il impose 2 facteurs parmi connaissance, biométrie, connaissance inhérent et possession. Et à chaque fournisseur d'identité ou service numérique de concevoir le moyen qui correspond à ses exigences, selon son contexte, ses possibilités, le type d'utilisateur. Voilà. Donc, je vous remets pour mémoire donc le calendrier. À partir du 1er juin 2022, il faut avoir soit un moyen d'identification certifié IDAS, soit la carte APCV, enfin l'APCV, pas la carte APCV, l'application APCV, soit un moyen d'identification électronique de transition. Bon, en pratique, ça veut dire que les services accessibles aux usagers sur Internet avec un simple login mot de passe, ils doivent être mis en conformité avec au moins un moyen de facteur. Sinon, ils ne respectent pas le référentiel d'identification électronique. Voilà. Donc là, on en vient aux questions. Alors, il y avait des questions, notamment sur sur l'OTP mail et SMS. Alors, effectivement, c'est d'ailleurs l'un des sujets, je crois, qu'on voit à l'écran. Donc, l'OTP mail et SMS, c'est des solutions qui sont aujourd'hui tolérées parce que, et donc ça a été signalé notamment dans les questions, hein, il y a certaines populations, on m'a cité par exemple les personnes âgées, etc., qui ne disposent pas de personnes âgées en difficulté ou sans smartphone. Voilà, tout le monde ne dispose pas d'un smartphone aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison en fait que l'on tolère l'OTP mail et SMS pour permettre, pour donner aussi des moyens à certaines populations d'identification électronique qui leur correspondent. Après, à terme, donc aujourd'hui, c'est des moyens qui sont quand même que l'on ne recommande pas parce que il y a un certain nombre de faiblesses par rapport à ces moyens, notamment d'interception. C'est des moyens qu'il est possible d'intercepter pour se connecter à la place de la personne. Donc aujourd'hui, on les tolère. Toutefois, à terme, c'est des moyens qui vont être progressivement remplacés par d'autres offres qui sont en train de se développer. Il y a bien sûr l'AppCV qui du coup va devenir un peu la référence pour le secteur de la santé pour ce qui concerne les patients et qui devrait dans les prochaines années être utilisé massivement en fait pour l'identification électronique. Et il y a aussi France Connect Plus qui aujourd'hui existe déjà, mais qui va être amené à se développer avec d'autres identités de niveau IDAS substantiel. Donc voilà, progressivement, ces OTP mail et SMS, ils risquent de disparaître au profit de ces offres-là qui sont qui offrent de meilleures garanties en termes de sécurité. Alors après, il y avait une question sur l'entropie que l'on indique pour les mots de passe. On signale que c'est pas en phase avec ce que recommande l'ANSSI. Alors a priori, c'est vraiment basé sur le référentiel qui est sorti récemment de l'ANSSI. Et donc voilà, cette Oui, c'est entropie, parce que 80 bits, c'est pour un mot de passe seul, quoi. En fait, là, c'est parce que c'est en 2 c'est ça. facteurs qu'on est passé en 27 bits, alors que, dans le référentiel ASPP, pour un monofacteur mot de passe, on a mis 80 bits. Et effectivement, il y a ce lien-là qui est posté dans les questions sur le calcul de la force d'un mot de passe. Et il y a aussi un document, un guide qui a été publié par l'ANSSI, un guide sur l'authentification et notamment l'authentification par mot de passe, avec des conseils sur la taille des mots de passe, le renouvellement des mots de passe,
les mesures de sécurité là, sur les casses. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont écrites. Et donc, pareil, le lien vers ce guide de l'ANSSI est présent dans le référentiel d'identification électronique pour les usagers, de façon à ce que vous pouviez aller voir si vous posez vraiment des questions sur ces sujets-là. Et c'est effectivement un guide très didactique qui n'impose rien et qui simplement soumet des faits, des réflexions pour que chaque entité choisisse la politique qui convienne à son contexte. Alors, bien sûr, nous, on propose 27 bits minimum. Si un service estime qu'il faut mettre 80 bits, ça n'est pas interdit, hein, ça n'est pas non conforme. Voilà, alors je propose qu'on aborde peut-être, parce que je vois qu'il nous reste plus que 5 minutes pour qu'on ait le temps de finir la présentation, et on prendra les questions après s'il reste du temps, mais pour qu'on aborde juste un élément spécifique aussi à ce référentiel. Il s'agit de l'engagement de sécurisation de l'identification électronique. Donc en fait, on demande, donc c'est une sorte de formulaire que vous pouvez retrouver en fait quand vous téléchargez le référentiel sur e-santé. Ce référentiel, il comprend une partie qui décrit l'état de l'implémentation de l'identification électronique, ainsi que les moyens d'identification électronique déployés et le plan d'action pour se mettre en conformité jusqu'en 2026. Donc en gros, c'est un formulaire qui vous permet de déclarer en fait là où vous en êtes par rapport à ce référentiel d'identification électronique. Est-ce que vous êtes conforme? Est-ce qu'il vous reste des choses à faire? Et donc, quel est votre plan d'action pour cela? Et puis, il y a une partie de ce formulaire qui est la partie dite confidentielle, dans laquelle vous présentez les risques résiduels qui pourraient rester et le plan d'action de correction des éventuelles non-conformités. Alors pourquoi en deux parties? Parce que il y a une partie qui peut, par exemple, vous être exigée par un service, un partenaire dans le cadre de l'identification électronique indirecte, tel que l'a présenté tout à l'heure Stéphane. Et puis l'ensemble, enfin les deux parties, elles peuvent être demandées par les autorités en cas de contrôle. Donc ce formulaire, il est assigné par le responsable légal de la structure du service numérique en santé ou un délégataire, donc une personne qui l'aura nommé, et il doit être renouvelé chaque année ou à chaque évolution significative de votre situation sur cette thématique. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Il reste quelques minutes. On va essayer de répondre encore à quelques questions si c'est possible. Alors, la date limite de réalisation de cet engagement, donc voilà, il s'agit juste d'un formulaire à compléter. Il faudra donc à partir du début du 1er juin 2026, hein, date à laquelle le référentiel devient applicable, il faudra que vous 2022. En fait, il devient applicable 2022, pardon. 1er juillet 2022. Donc, en fait, on peut dire, grosso modo, que vous avez 1 an maximum pour le faire. Voilà. C'est-à-dire qu'1 an après le début d'application, si vous n'avez pas fait le référentiel, vous n'êtes plus dans les clous de l'avoir produit au moins une fois tous les ans. Donc, on va dire que vous avez jusqu'au 1er juin 2023, sachant que le référentiel doit intégrer un plan d'action pour la mise en conformité. Ça ne veut pas dire qu'il est toléré de ne pas être conforme au 1er juillet 2022, mais pour le document, s'il faut prendre du temps pour le faire, je dirais qu'en deçà d'un an, on ne peut pas vous reprocher de ne pas l'avoir fait. Voilà, et je vois qu'il y a une personne qui demande si c'est intégré dans Convergence. Alors non, ça ne fait pas partie de Convergence en fait. Comme j'ai expliqué, c'est un formulaire qui est dans le package lorsque vous téléchargez le référentiel, enfin quel que soit le volet d'ailleurs, hein, que ce soit personne physique, personne morale ou usager. Il y a ce formulaire qui fait partie du package et que vous pouvez retrouver, donc compléter, mais qui ne fait pas partie de Convergence. Il y a une question sur s'il y a des dispositifs de vérification ou de sanctions qui sont planifiés.
Alors, voilà, vous pouvez toujours être contrôlé par des autorités étatiques pour la mise en œuvre de ce référentiel. Ça peut être notamment la CNIL qui s'assure que le respect notamment du RGPD est bien pris en compte et qui donc, peut vous demander où vous en êtes par rapport à la mise en œuvre de ce référentiel d'identification électronique. Et donc dans ce cas-là, c'est l'engagement notamment de sécurisation de l'identification électronique dont je viens de parler qu'il faudra lui proposer. Et puis voilà, la CNIL peut toujours demander des informations complémentaires ensuite. Donc le formulaire, il n'est pas envoyé, c'est un formulaire, je vois qu'il y a la question aussi. C'est un formulaire que vous complétez, que vous conservez une fois signé et qui est exigible, que l'on peut vous demander lors d'un contrôle, par exemple. Et donc voilà, vous devez être en mesure de pouvoir le présenter. Donc il n'y aura pas de retour de l'ANS par rapport à ce formulaire. Alors, il y a une question sur les dates. Donc oui, à partir du 1er juin 2022, parce que je vois que c'est écrit 2023, le référentiel rentre en vigueur et donc il faut suivre le calendrier que l'on a expliqué. Donc, pour s'assurer que les moyens d'identification électronique qui sont mis en œuvre pour les usagers sont bien conformes à ce que l'on attend dans le référentiel à partir du 1er juin 2022. Donc effectivement, c'est un délai qui est assez court. Voilà, il faut rapidement regarder ces aspects-là et essayer de se situer par rapport à ce qui est demandé. Je vois qu'on a déjà passé l'heure, donc on va peut-être malheureusement devoir en rester là. On essaiera de répondre aux questions qui n'auraient pas été répondues. On va essayer. Il y a une FAQ qui est disponible sur le site e-santé. Vous pouvez voir ici à l'écran, que vous retrouverez dans les slides. Donc, vous retrouverez les questions les plus fréquemment posées et où vous pourrez peut-être obtenir des réponses aux questions auxquelles on n'aurait pas répondu. En tout cas, on va essayer de compléter cette FAQ sur la base des questions qui ont été posées. Et on vous fera un mail courant de semaine prochaine, une fois qu'on aura tous les éléments avec le replay des 3 webinaires et puis le lien vers la FAQ. Et merci à tous les deux pour ce webinaire. Vous allez recevoir le replay de cette session-là par mail d'ici quelques minutes. Et à très bientôt. Bon après-midi. Merci à tous pour votre participation. Au revoir.